Je suis impressionné par le travail de recherche qui était effectué par Denis Pivot et Thierry. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, puisqu'en fait, ils sont arrivés à réunir quand même l'histoire de Simon, ce qui n'est pas une mince affaire. Vu que mon copain Ludger était très vague sur l'histoire de sa marque. Ben moi, j'ai connu Ludger Simon après avoir réalisé en janvier 71. J'ai gravi la face nord de l'Aiguille du Midi par un itinéraire un peu qui combinait la voie Mallory, la voie Seigneur, tout ça. Et j'ai contacté Ludger pour qu'il me prête du matériel. C'est ce qui se faisait à l'époque. C'est là où j'ai connu Ludger. À l'époque, il habitait aux Ouches. Ma vraie collaboration a commencé après mon stage de guide que j'ai effectué en 1971. Avant le stage de guide, j'étais professeur dans un collège technique à Rumilly. J'ai fait mon stage de guide et ensuite, les émoluments d'éducation nationale se terminant au mois de septembre, il fallait gagner ma croûte, il fallait que je gagne ma vie. Et j'ai demandé à Ludger de travailler chez lui à la planche à dessin. Et c'est là, avec lui, quand étaient dessinés certains produits qui ont encore la cote encore aujourd'hui, comme le Macalux. Je me rappelle l'histoire des Macalux, c'est drôle, puisqu'en fait, à l'époque, les crampons suivaient le tour de la semelle, donc ils étaient en forme un peu de haricot. Et au cours d'une séance de glace au glacier des Boissons avec Ludger, je lui ai dit en rentrant, écoute, c'est infernal comme tes crampons, ils me retournent les pieds, et si on alignait les pointes, ce serait plus facile. Et c'est de là qu'est né le crampon Macalux. À l'époque, après mon stage de guide que j'avais effectué avec Georges Nominet, on a fait une série de premières, dont une voie directe dans la face sud du Pouce, un itinéraire qu'on n'a jamais déclaré dans la face sud de l'Aiguille du Midi, et on avait en tête la face nord du Pilier d'Angle. Je vais repérer, j'étais pendant mon stage de guide au refuge de la Fourche, et j'avais vu dans ma tête un itinéraire qui partait du bas essentiellement glaciaire. Et nous voilà partis un beau matin avec Georges Nominet pour gravir ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un engin qui était à la mode, c'était le poignard à glace de chez Charlet. Et moi, travaillant chez Simon, j'ai voulu arriver à un produit qui permette plusieurs utilisations. Et j'ai bricolé un marteau à glace. En fait, j'ai fait un poignard à glace à manche. Imagine un poignard emmanché. Donc j'avais mon engin au pilier d'angle. Et en utilisation poignard à glace, c'était absolument impossible dans la glace dure. Ça ne rentrait pas. Donc j'ai pris le manche et puis j'ai commencé à ancrer mon engin au-dessus de ma tête. Et ça marchait. J'étais en appui latéral avec la main droite. Et je plantais mon engin plus haut. Et puis progressivement, il est dans ma tête, mais tiens, si on avait deux engins, on pourrait grimper comme après une échelle. Donc retour à l'usine chez Simon, et j'ai bricolé un deuxième engin, et je crois que j'ai fait les premiers pas en purée traction, donc lors d'ouverture quand on a fait l'hivernal de la voie Lagarde au plan. C'était vraiment la première course qui a été faite en purée traction dans les Alpes, puisque même si les Écossais avaient trouvé la combine quelques mois avant moi, ils n'étaient jamais venus sur place pour la faire voir. Donc historiquement, ce sont les Écossais qui ont trouvé les premiers, et moi je pense que j'ai adapté aux Alpes. J'avais en tête le colon Nord des Drues, qui était une marotte, puisque j'avais vu pour la première fois au cours d'un stage aspirant guide à la Petite Verte. Et j'avais demandé à mon prof, qui était Claudius Morat, mais M. Morat, il n'a jamais été fait ce couloir. Il m'a répondu, pourquoi tu veux y aller? Et c'était l'objectif, je peux dire de ma vie, mais c'était une marotte.
J'avais décidé d'y aller en hiver parce que j'avais peur des chutes. J'avais repéré des traces de pierres à la base du couloir. Donc je me suis dit, si j'y vais en été, chute de pierre. Donc on va y aller en hiver, comme ça on fait en même temps la première et l'hivernale, comme ça sera torché. Et nous voilà partis un beau matin avec Claude Gégère, avec 3 sacs en fait, parce qu'on avait prévu un sac de hissage pour monter le matériel de bivouac et de la nourriture. Donc première partie du premier couloir qui était gravi incliné à 67 degrés était gravi le premier jour, ensuite bivouac. Le deuxième jour, il y avait une traversée à gauche complètement abominable. C'était 1 centimètre de glace qui adhérait au fond de Dièdre. J'ai pu grimper là-dedans tant bien que mal pour arriver au deuxième bivouac. On va revenir un peu en marche arrière. Le deuxième bivouac que j'avais découvert avec Georges Nominet, parce que la première tentative qu'on a fait au couloir des Drus, c'était à Pâques 71. On avait gravi le premier couloir, tant bien que mal, parce qu'en fait, là, c'était en pointe avant et en piolet utilisation latérale. On avait découvert la fameuse fissure Nominet, qui était le passage clé par ceux qui empruntent cet itinéraire. Ensuite, gros mauvais temps, bivouac au sommet de la fissure Nominet, gros mauvais temps, et descente panique le lendemain, donc dans les chutes avec des trompes de neige qui nous tombaient dessus, enfin c'était épouvantable. Mais par contre, j'avais découvert le passage clé qui était ce qu'on a baptisé la fissure Nominet. Donc lors du couloir des Drus, deuxième jour, bivouac au sommet de... Je bivouac pour la deuxième fois au sommet de la fissure Nominet. Et le lendemain, ça a été une grande traversée sur la droite pour atteindre la glace. Le troisième jour, donc, on a fait un bivouac à l'endroit où la voie de sueur traverse de la face sud des Drus à la face nord. Et ce qui était sous le passage clé, qui était un mur à 80-85 degrés. Et le lendemain, à l'époque, la traction aidant, j'ai pu gravir ce passage. Et puis, on est sorti au sommet des Drus. Et un petit moment après, il y a l'hélico de nos copains, René Romet, qui était là, qui nous ont descendu le réveillon. On était le 31 décembre. On a réveillonné dans la voie normale de descente des Drus. C'était sûrement un des plus beaux réveillons de ma vie. Je crois que c'est devenu une classique parce qu'en fait, ensuite, le parcours a été rectifié puisqu'en fait, je crois que c'est des Anglais qui ont attaqué directement sans passer par le Nominet. Ils ont ouvert une voie à droite. Et maintenant, je pense que c'est devenu une grande classique. Et il faut avoir fait le couloir des Drus pour accéder à une certaine hiérarchie montagnarde. Je suis très content et très fier de participer un peu à cette histoire. Bien sûr, d'abord je voulais rendre hommage à Olivier Bonnet parce que c'est grâce à lui déjà qu'il y a la nouvelle usine. Et d'autre part, c'est grâce à lui aussi qu'il a mis en route ce musée parce qu'il était passionné de l'histoire de Simon. Et il pensait qu'avec la nouvelle entreprise, il fallait absolument faire cette démarche de faire un musée à l'intérieur, déjà pour passionner ceux qui travaillent pour Simon, qui connaissent un petit peu l'histoire. Et c'est pour ça qu'il avait bien démarré ça, c'est pour ça que je lui rends un hommage. Et vraiment, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Alors moi, déjà l'histoire Simon, je la connaissais un petit peu, mais de voir tout ça rassemblé et de la présentation d'être mis en valeur comme ça, c'est fantastique et ça montre toute la démarche que toute la famille Simon a fait pour l'alpinisme depuis le début et c'est vraiment intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en gardes de ton passage à la tête de l'usine? Alors moi, j'ai fait le matériel de l'exploit avec tout, les guides, les grimpeurs top niveau qui ont fait des trucs extraordinaires. J'ai
toujours été en contact très important avec eux. Et ça, je pense que ce passage-là, ça a été pour moi une expérience dans la vie autant humaine que d'avoir trouvé des nouveaux produits pour qui puissent justement aller au-delà de ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça a été une expérience formidable. Et toi, les alpinistes qui t'ont marqué et qui t'as travaillé? Alors il y en a tellement que je vais peut-être en oublier, c'est quand même dommage, mais avec Walter Sekinel, avec Christophe Profit, avec plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais vraiment toute cette génération-là, j'ai travaillé quasiment tous avec eux à un moment donné, quoi. Et le matériel, l'outil dont tu es le plus fier, toi que tu as créé? Alors je pense que les crampons Macalou avec les pointes alignées, ça a été déjà un bel outil parce que ça correspondait vraiment à la grimpe du moment et qui a permis justement de faire ça, c'est-à-dire de grimper juste avec les pointes avant, le piolet de traction. Aussi le métallique 720 parce que ça c'était vraiment prévu pour ce style de grimpe. Et d'autre part, évidemment, le chacal avec la lame banane que j'ai inventé aussi. Tous ces trucs-là, c'est moi qui les ai inventés quand même, quoi. Alors la famille, c'est tout simple parce qu'en réalité, mon grand-père, lui, il a fait tout le matériel des explorateurs. Hein, les premiers qui ont monté au Mont Blanc, tout ça, il a fait ce matériel-là. Mon père, lui, il a fait le matériel, on va dire, en résumé des grandes conquêtes, hein, l'Annapurna, l'Everest et plein d'autres choses. Et moi, j'ai fait le matériel de l'exploit et j'espère que maintenant, ils vont repartir d'une page, ils vont faire une nouvelle page plutôt, un nouveau chapitre, voilà. Oui, alors c'est un musée qui a été imaginé par Olivier Bonnet. Lorsqu'il a projeté de faire une usine, une nouvelle usine, il s'est dit qu'il pourrait y avoir à l'intérieur un espace pour présenter l'histoire du matériel de Simon depuis son origine jusqu'aux années 2000. Voilà comment c'est parti. Donc il t'a confié la tâche. Alors, il savait que j'étais collectionneur et que je m'intéressais à l'histoire des fabricants de la vallée. Donc je ne le connaissais pas, c'est lui qui a demandé à me rencontrer et il m'a demandé de collecter du matériel parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, Ludger et toute sa famille étaient orientés principalement vers l'avenir et n'avaient pas conservé d'anciens matériels. Et donc il y avait par exemple, plus aucun piolet avec un manche-bois et pas d'anciennes broches à glace, pas d'anciens mousquetons. Et donc, comme j'avais une collection personnelle que j'avais réunie pour sauvegarder du matériel, ce qui m'intéressait, c'est pas de le conserver chez moi, mais qu'il soit vu par des gens. Donc je l'ai rétrocédé, cette collection qui a fait la base du musée. Et ensuite, pendant 5 années, j'ai collecté par différents moyens du matériel pour aboutir à plus de 600 pièces dont environ 340 sont présentées dans ce musée. Tu es fier de présenter quelle pièce? Alors je suis fier de toutes les pièces, mais disons qu'il y a des pièces qui retracent l'histoire de Simon. Et puis, il y a des pièces, à travers cette histoire, on raconte aussi l'histoire de l'alpinisme. Car à chaque fois qu'il y a eu une évolution dans l'histoire de l'alpinisme, dans les pratiques, il y a eu une évolution dans le matériel. Et en particulier, on a une section où il y a des pièces historiques, où il y a les 5 guides qui sont toutes les 5 nés en 1921, c'est-à-dire Louis Lachenal, Lionel Terray, Gaston Rébuffat, James Coutet et Pierre Leroux. Tous les 5 étaient amis, tous les 5 étaient guides, tous les 5 ont été professeurs à l'École nationale de ski et d'alpinisme, et 3 d'entre eux, bien sûr, ont fait partie de l'épopée de l'Annapurna. Et ils étaient tous étroitement amis. Et leur famille nous a prêté des objets,
Et donc dans les vitrines qui sont consacrées aux 5 guides, ce sont que des pièces qui leur ont appartenu. Et entre autres, on a le mythique pullover de Gaston Rébuffat, qui est le seul qui reste. Mais on a aussi des médailles de Jean Coutet, qui a été champion du monde à 16 ans et demi, le plus jeune champion du monde de toute l'histoire, devant Émile Allais, qui était arrivé 2e, alors que c'était la célébrité de l'époque. Et puis on a Rébuffat avec ses livres, son pull, on a Laure Piolet, qui sont tous marqués à leur nom. Et puis on retrace aussi les grands moments de l'alpinisme, avec plus près de chez nous, eh bien, la période des trilogies, ensuite les conquêtes des 8000 en style alpin avec Christophe Profit, Pierre Bégin. Bien sûr, les trilogies, c'est Escoffier, Alain Guersen et Christophe Profit encore. Et on termine la visite avec les brevets, puisque l'innovation a été un des moteurs de la réussite de Simon. Et à travers ces brevets et les prototypes qui sont montrés, on voit l'évolution d'une idée jusqu'au produit qui est commercialisé. Et qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'épopée Simon, alors? Eh bien, ça a été une famille qui, au début, c'était des forgerons qui ont fait les premiers piolets, et la plupart ont disparu. Parce que pour survivre, il ne suffisait pas seulement de taper avec son marteau sur son enclume, mais il fallait aussi avoir une vision commerçante. Et la particularité de la famille Simon, c'est que dès le début, ils ont eu l'idée de faire de la publicité chez leurs clients qui étaient anglais. Donc dans la revue, par exemple, le guide qui était publié par Wimper, c'est la première publicité de Simon. Donc c'était des visionnaires au sens où ils ont innové non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que si on a le meilleur produit du monde mais qu'on ne sait pas le vendre, il reste dans le magasin de celui qui l'a produit. Donc la particularité de Simon, et qu'elle s'est transmise de génération en génération, c'est d'avoir été à la fois des fabricants innovants et d'avoir su vendre leurs produits par le biais de publicité et aussi de circuits commerciaux.